Eh bien Guy, je suis content de vous rencontrer chez nous. Moi de même, merci beaucoup. D'autant plus que j'ai un ouvrage à vous remettre, en échange un peu de celui que vous venez de m'offrir et que je viens de mettre là derrière. C'est très gentil à vous. Mais disons, je vais vous faire découvrir des mots de contrebande d'Alain Cadéot. Alain Cadéot est un auteur français, surtout un poète des beaux mots, et c'est ce qu'on retrouve, je veux dire, tout au long de ses ouvrages. Et on a échangé quelques billets ensemble, et ces billets qui ont été publiés sur une page qui s'appelle Les billets d'Alain Cadéot sont tombés sous le regard d'un éditeur français qui a pris contact avec Alain Cadéot pour avoir l'autorisation de publier ces petits billets que nous avions échangés, ou bien chaque matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, M. Cadéot se lève, arrive à son bureau, enfin, met une bûche dans l'âtre et prend son crayon, il commence. Et donc c'est ça que vous allez découvrir, et compte tenu de l'historique qu'il y a eu dans l'élaboration de cet ouvrage, tant l'auteur que l'éditeur m'ont demandé de faire la préface. Donc je vous offre ce livre. Mais je vous en remercie. Parce que je sais que vous êtes un personnage qui adorait les belles phrases et les belles lettres. Surtout lorsqu'elles sont comme ça à l'aube, et qui sont certainement comme lors des perles de rosée. Voilà, tout à fait, tout à fait. Les perles de rosée de la littérature. Voilà. Mille merci. Et comment ça se passe à Lima? Fort bien. Et il fait un peu plus chaud qu'à Bruxelles pour le moment. Oui. On était entre 29 et 30 degrés Celsius. Et je suis très, très heureux de prendre un petit peu de fraîcheur belge et bruxelloise. Ah oui, vous trouvez bien sous la neige ici, ça c'est extraordinaire. Tout à fait. Oui, ça je dois dire. Oui. Expliquez-nous un peu quel est votre rôle à Lima. Mon rôle à Lima, il est multiple, que ce soit pour organiser des voyages pour nos compatriotes qui souhaitent découvrir ce beau pays, et toute la variété et les contrastes qu'il offre. D'un autre côté, toujours dans l'idée de prêter main forte à nos compatriotes qui veulent s'installer, qui veulent ouvrir une entreprise, qui cherchent des contacts pour faire de l'import, export ou d'autres, offrir des services. Je m'occupe aussi pour le moment de la Chambre de commerce et de culture de Belgique et de Luxembourg au Pérou. Voilà. Et l'association des Belges par voie de conséquence, et qui est liée aussi à l'Union francophone des Belges à l'étranger. Voilà, ce sont un peu les casquettes qu'on utilise. Nous parlons casquettes, est-ce que du niveau, je vais dire, des pouvoirs publics, vous êtes soutenu au niveau de la culture? Est-ce que vous avez des contacts avec la Fédération Wallonie-Bruxelles qui peuvent vous mettre en contact avec des auteurs? Comment ça se passe? Ou bien ils sont très calmes de ce côté-là? Disons que nous avons des contacts avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec l'AWEX aussi, Oui. et Madame Delcolminette, qui est très active, d'ailleurs, qui nous a envoyé très gentiment d'ailleurs une vidéo que vous avez, je crois, vue, Oui. pour recevoir notre ambassadeur. Donc il y a des contacts comme ça qui se tiennent. Et puis là maintenant, nous avons aussi eu des contacts avec les autorités péruviennes, dans le sens par exemple où la plaque d'indication de la petite place de Belgique avait disparu et une autre était fort abîmée, et nous avons pu la remplacer par une plaque faite à Bruxelles. Aux imageries belges. Qui était, je crois que l'entreprise, je ne sais pas si elle existe encore, mais ça s'appelait au Ketch de Bruxelles, quelque chose comme ça. Ah d'accord, je vois. Du côté Qui de se la trouvait Grand d'ailleurs Place. tout près de la Grand Place. D'accord. Et et donc maintenant à Lima, il y a une plaque qui indique Place Huela Belgica, petite place de Belgique, mais qui est faite à Bruxelles. Extraordinaire, ça c'est beau ça. Et je trouvais que le symbole était sympathique. Oui, tout à fait, tout à fait. Et nous avons inauguré une seconde qui est à voir avec le modernisme européen, c'est comme ça qu'ils l'appellent au Pérou et dans la partie espagnole, mais qu'on appellerait en fait la route de l'Art Nouveau. Ah ouais. Et comme nous avons participé un petit peu dans l'étude, que nous avons appuyé cette démarche, que nous avons fait avec un collègue, qui lui est historien de l'art, du coup il y a une plaque de cette route, parce que le siège est à Barcelone, et chaque ville a l'occasion de placer une de ces plaques. Il y en a 175 dans le monde. Et comme la Belgique avait participé, parce qu'il n'y avait pas la place pour mettre les 175 noms, on nous a fait le grand privilège de mettre 3 villes de Belgique, qui en fait représentent un petit peu l'équilibre belgo-belge, sachant qu'il y a Amberes, puisque tout est mis en espagnol, donc Anvers, Antwerpen. Nous avons Bruxelles et Liège. Ah d'accord. Ce C'est pour Liège. Parce que ce sont 3 villes qui possèdent un patrimoine d'art nouveau tout à fait remarquable. D'accord.
Et au-delà de ça, bien sûr, il y a Carthagène, on va retrouver Barcelone, où se trouve le siège, on va retrouver des villes latino-américaines, il y en a 7 en Amérique latine, et puis notre petite Belgique qui est quand même là bien présente. Vous ne chômez pas alors, hein? Quand on voit un petit peu... Mais c'est vrai que c'est très intéressant, c'est assez passionnant. L'Union européenne maintenant est très est très placée, essaie de placer un petit peu mieux ses pions par rapport à tout ce qui se passe dans le restant du monde. Et donc nous avons un certain nombre de rencontres avec l'ambassadeur de l'Union européenne, avec ses collègues, avec les personnes qui travaillent pour eux, dans le cadre des chambres européennes qui sont présentes à Lima. Et ça me semble tout à fait intéressant, d'autant que ce qu'on entend maintenant avec les luttes pour le climat, ce genre de choses-là. Et nous sommes en train d'essayer de développer un projet sur 400 hectares. Nous allons voir, parce que c'est une SAC, c'est une société anonyme fermée péruvienne, c'est une famille qui voudrait mettre ce terrain à disposition du projet que nous avons développé. Ils doivent encore mettre des papiers en ordre, on espère que ça se fera rapidement, c'est pas toujours garanti. Et ce qui nous semblerait bien, c'est de pouvoir mettre en pratique ce qui se fait beaucoup en échange, en discussion, en réunion, en conférence, qui ne donne pas toujours une sensation dans la population d'un élément qui se concrétise. D'accord, oui. Et ils ont un peu l'impression que tout ça part un peu dans le vide. Je crois que c'est pour ça qu'ils descendent dans la rue maintenant. Oui, d'accord. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pour en revenir maintenant à une autre passion que vous avez, l'écriture. On voit derrière moi ici le livre que vous avez écrit il y a combien d'années maintenant? Alors, je ne saurais plus vous dire de façon tout à fait exacte, mais enfin, ça fait, oui, effectivement, ça fait déjà quelques années qu'on a écrit ces 2 tomes. Oui. Et je dois dire, bon, ces 2 tomes qui sont, je vais dire, pour la découverte du Pérou. Vous connaissez les dessous des dessous. Est-ce que vous n'avez jamais été attiré par l'écriture d'une histoire du Pérou vue par le Belge que vous êtes? En fait, des fractions d'histoire. Oui. Par exemple, nous avons, dans un esprit de recréation de petites pages d'histoire pour des petits spectacles, nous avons écrit un spectacle dont le titre est en quechua, en runasimi, la langue qu'ont adopté les Incas, Inca Tupac Yupanqui Kutimushan, qui était le retour de l'Inca Tupac Yupanqui, qui va devenir d'ailleurs, après son père, le 10e Inca, qui va régner sur le sol. Donc on a écrit une partie de son histoire à partir de l'avènement de son père, qui n'était pas prévu dans la filiation directe, et puis par les événements de l'histoire, va être amené à défendre sa zone contre un ennemi, et va être désigné par la population, par les succès qu'il a obtenus, alors que personne ne croyait qu'il en était capable, de prendre la suite. Et puis son fils va également, un de ses fils va également générer cet empire qui, sur ces 2 mandats, celui de Pachacutec et de Tupac Yupanqui, va devenir le plus grand empire de l'histoire précolombienne de toute l'Amérique du Sud. C'est en espagnol, ça? Non, c'est en français pour le moment, mais parce que c'est plus facile pour le premier jet de le faire en français, et puis après on le retraduira en espagnol et peut-être dans d'autres langues, mais en tout cas c'est dans le cadre de spectacles et de partage de connaissances pour donner aussi une facilité à des jeunes étudiants ou à des élèves de pouvoir avoir plus facilement accès à leur propre culture, parce que les livres ne sont pas toujours si faciles d'abord, et il y a parfois une petite paresse pour certains parce qu'ils ont un peu perdu cette habitude-là de lire, et c'est beaucoup plus facile quand on voit un spectacle qui est un peu prenant et qui vous montre des éléments d'histoire. N'oublions pas que ce côté historique peut peut-être intéresser un éditeur belge. Souvenez-vous qu'on avait rencontré à la foire du livre Paul-Éric Montron, les éditions... En effet, oui, tout à fait intéressant. On ne sait jamais, disons, soumettre un manuscrit lorsqu'il est presque terminé, parce que c'est le rôle de l'éditeur aussi, c'est de le découvrir avant la finition, mais pour pouvoir aussi dégommer un petit peu ce qu'il y a dedans, peut-être perfectionner ou arranger. Bien souvent, l'auteur tient à remettre un ouvrage fini, c'est pas toujours bon.
Moi je trouve que... Ah, d'accord. Oui, oui. Moi je trouve toujours... Parce que je dis que l'éditeur a sa petite griffe, sa petite griffe maison à devoir inclure dans la finition de l'ouvrage. Donc il aime bien orienter un peu Mais je dois dire pour le rendre commercial. l'écrivain, oui. Pour le rendre commercial et le rendre un petit peu à ce qu'il s'adapte un petit peu à sa ligne éditoriale. Voilà, tout à fait. Voilà. Ouais. Parce que si on vient avec quelque chose qui est bien carré, bon, il va vous dire, écoutez, ça c'est pas trop mon truc. Par contre, ce qu'il y a dedans pourrait m'intéresser pour si peu que. Voilà. C'est une négociation, c'est un travail qui peut avoir lieu, même dans d'autres romans. D'autres romans, ça peut parfois durer un an et demi, parce qu'il y a ce travail d'échange entre l'éditeur et l'auteur. Mais très peu d'auteurs y pensent. Hein. Ah, mais c'est bien, comme j'en ai quelques-uns sur le sur l'écritoire. Bien sûr, les thématiques ne sont pas obligatoirement les mêmes, mais... D'autant plus avec les moyens techniques, maintenant, on a vite fait d'envoyer un fichier à l'éditeur en disant, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. Et voilà, quoi. Que pensez-vous? Qu'est-ce qui manque peut-être pour dire de... D'autant plus qu'ils ont une chouette collection, ils ont de beaux ouvrages qui tournent autour de cette thématique-là. Enfin bon, on les a déjà rencontrés. Tout à fait, en tout cas grâce à vous, mille merci. Et je crois qu'effectivement, l'histoire du Pérou qui est foisonnante, qui est un pays passionnant, où il y a des tas de choses qui se sont passées, qu'on ne sait pas toujours. Tout à fait. D'ailleurs, quand on parle de l'or du Pérou précolombien, c'est vrai que souvent j'ai l'une ou l'autre personne qui me dit « mais est-ce que tout cela n'est pas exagéré? Est-ce qu'on n'a pas fantasmé beaucoup sur ce genre de choses ?» Et effectivement, c'est possible qu'on ait fantasmé, si ce n'est que ceux qui sont venus et qui ont prétendu avoir trouvé l'or en question, à mon sens, n'ont jamais exagéré dans la quantité de ce qu'ils auraient trouvé. Pour une raison simple, c'est que je ne sais si vous avez beaucoup dans vos connaissances, les familles, les collègues, des gens qui ont déclaré volontairement au fisc plus que ce qu'ils gagnaient dans le but avoué de payer plus d'impôts que nécessaire. Oh non. Et dans tous ceux qui avaient le malheur de déclarer avoir trouvé quelque chose, devaient payer le quin royal. C'est donc dire que 20% de ce qu'ils trouvaient devait passer à la cour d'Espagne via le Conseil des Indes. Et donc, s'ils avaient le malheur de déclarer plus que ce qu'ils n'avaient trouvé, eh bien, ça les forçait d'autant plus, sachant qu'ils avaient traversé l'océan Atlantique, démonté les bateaux, traversé l'isthme de Panama, enfin, pour passer de l'autre côté sur l'océan Pacifique, pour arriver enfin vers le Pérou, et puis là, débarquer, monter dans les Andes, voir la partie chaleur, la partie pluie, le mal d'altitude, enfin, etc., se battre parfois contre des Indiens. Et si après tout ça, il fallait encore déclarer plus que ce qu'on a gagné et payer plus d'impôts, je pense que nous n'avons pas une preuve scientifique, mais je pense que le bon sens laisserait entendre que si certains l'auraient fait, ce n'est certainement pas la majorité. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir au Pérou. Énormément. Et d'ailleurs, régulièrement, il y a encore des éléments qui se trouvent sur le plan aussi bien de ce qui est l'histoire précolombienne que d'éléments parfois préhistoriques, puisque nous avons eu sur le territoire du Pérou aussi bien des dinosaures que, si on passe à l'époque des ptérodactyles, pour lesquels il y a des ossements qui ont été trouvés. Et puis on peut remonter comme ça dans l'histoire avec le mégalodon, on peut retrouver avec le mégathérium, et puis on va remonter dans les périodes de Caral, la première cité urbanisée du Pérou, et certains disent des Amériques. Et puis comme ça, on va monter jusqu'à nos jours et voir ce que le pays peut encore offrir de surprises, que ce soit sur le plan alimentaire, puisqu'il y a une très très bonne cuisine, enfin vous avez pu goûter deux, trois choses là-bas. Et puis voilà, c'est un pays qui est assez extraordinaire, à laquelle la Belgique a été liée depuis très longtemps. Ce qui doit vous donner un peu d'urticaire, c'est le Dakar alors. Alors le Dakar, c'est clair que la problématique du Dakar, c'est qu'il y a c'est des lourds véhicules qui enlèvent une couche de terre qui va sur plusieurs dizaines de centimètres potentiellement. Et le problème, c'est que dans toute cette zone-là, on a découvert énormément de grands dessins, les fameux géoglyphes de Nazca, de Palpa, etc. Et faire passer des groupes comme ceux-là risque évidemment d'abîmer quelque chose qu'on pourrait découvrir sous terre. Voilà, puisqu'on en a encore découvert il y a peu de temps, et je crains qu'on n'ait pas eu le temps de faire l'inventaire total de ce qu'il y a, et
donc il y a toujours eu des risques et il est possible, voire probable, qu'il y ait des dessins et des éléments qui aient été détruits. Mais c'est un événement qui rapporte beaucoup à l'État, C'est un élément qui coûte beaucoup d'argent, qui coûte beaucoup d'argent. beaucoup de... Il y a beaucoup de synergie, beaucoup d'énergie, il faut les éléments de sécurité, il y a beaucoup de choses. Maintenant, il y a l'attention que cela porte de façon mondiale sur le pays, et c'est, je crois, qu'une des raisons, en tout cas invoquées par le pays, pour participer, sans compter tous les fans qu'il peut y avoir, bien entendu, des gens qui sont intéressés par l'événementiel, ou par la voiture et les capacités, les personnalités qui sont présentes. Vous parliez culinaire tantôt, mais y a-t-il une cuisine belge au Pérou? Est-ce qu'il y a suffisamment de Belges pour dire de parler de la cuisine belge? Nous sommes en plus ou moins 1 millier de Belges actuellement au Pérou. Donc combien environ sur Lima? Sur Lima, il faut compter 65%, 65 à 70% de Belges sur le Grand Lima. Donc on déborde un petit peu de Lima, c'est-à-dire on va remonter un petit peu vers le nord et l'est vers Chosica, on va descendre sur Lorine pour le sud, et peut-être Huaral, Huacho sur la partie nord. Tout ça représenterait environ 70% de la population belge au Pérou. Et c'est clair que le Pérou, qui est producteur de chocolat et qui fait de belles avancées pour le moment dans la qualité de ce chocolat, a parfaitement conscience que le meilleur chocolat au monde est belge, a commencé à avoir l'écho la réputation des pommes frites de Belgique, et comme ça, certains éléments commencent à apparaître, bien entendu, sans oublier la bière belge, pour lesquelles maintenant il y a déjà 3 importateurs. 3 importateurs. Donc on peut trouver de la chimée, on peut trouver de la duveule, on peut trouver de la chouffe, on peut trouver des éléments comme cela maintenant au Pérou. À quel prix aussi? Ah, ça, c'est peut-être pas pour toutes les bourses, ou en tout cas pas pour les bourses les plus modestes. Oui, d'accord, tout à fait. Quel est le Belge le plus insolite au Pérou? Le plus insolite? Oui, donc il y a un métier bizarroïde, ou bien, je ne sais pas, le Belge le plus atypique, quoi. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire chez nous alors que ce type est, je ne sais pas moi, maître verrier par exemple, je ne sais pas, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a parmi tous ces Belges, enfin il y en a un qui est beaucoup plus statique, c'est une statue de Constantin Meunier qui représente le débardeur, et c'est un débardeur qui ne bouge pas beaucoup. Non, ça serait peut-être un Belge atypique. Mais si ce n'est que ce qu'on pourrait considérer dans les éléments de surprise, c'est que quelque part, les Belges et les Péruviens, ou les Incas, furent quelque part contemporains. Enfin, non, pas contemporains. Furent compatriotes. Compatriotes, ah bon? Et dans le sens où les sujets d'un même suzerain sont en principe considérés comme pratiquement compatriotes. Et Charles Quint, qui est né un 24 février 1500 à Gand, au Priesenhof, a pu dire que sur son empire, le soleil ne se couchait jamais, car il comprenait le grand empire romano-germain, dont bonne part de la Belgique, le Grand Mexique et le Grand Pérou. Ah bon? Et cela ne s'arrête pas là, puisque le premier président constitutionnel du Pérou, il n'a pas été en poste pendant très longtemps, mais enfin c'était quand même le premier qui a été reconnu par le Parlement péruvien, qui a été établi, il s'appelait José de la Riva Agüero, a épousé une princesse à Bruxelles, belge, et qui s'appelait Arnoldine Caroline Irénée de Los-Corsoarem. Surprenant, hein? Donc, dans la catégorie belge surprenant, je crois qu'on peut peut-être les inclure. Oui, tout à fait, ça c'est très surprenant, oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Voilà, là on est un petit peu dans ce cadre de choses qu'on ne sait pas toujours. Toujours, effectivement. De même d'ailleurs que nos amis péruviens qui n'ont pas vraiment la culture de la bande dessinée, si ce n'est pour les enfants. Mais les enfants ignorent très souvent, alors qu'il est connu de tout le monde, que les Schtroumpfs ou les Pitoufos là-bas sont belges. Ah voilà. On le sait un peu plus pour Tintin, mais généralement pour... Ce que le Belge connaît du Pérou, c'est le guano aussi, hein, avec le Tintin. Ah ben voilà, les deux Dupont, tout à fait. qui se demandent ce que c'est, et puis il le voit sur le chapeau melon. Donc question. D'ailleurs, le capitaine Haddock s'est exprimé, ou s'est exclamé très rapidement sur un point
de ce que l'on peut savourer au Pérou, c'est-à-dire le pisco. Le pisco. Et il s'est exclamé: ah, ce pisco, le plus beau jour de ma vie. Voilà, voilà. Dans Tintin, le Temple du Soleil, dès la page 2. Voilà, tout à fait. Belle publicité pour Sanchez, Voilà. qui est très dynamique pour ce produit. Hein. Ah ben voilà. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments de convergence entre la Belgique et le Pérou. On vient d'en voir 2-3 comme cela. Et je pense que cette année a duré le plus longtemps possible, parce que je crois que, d'ailleurs, vous avez vous-même dans la famille des rapprochements entre la Belgique et le Pérou. Voilà. Et tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est que ça dure longtemps et de façon la plus heureuse possible. Tout ça bien semé. Hein. Voilà. Je vous remercie d'être venu chez moi. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Bon voyage. Hein. Et encore merci pour l'ouvrage. Merci. Ben voilà.